Bien, alors je vous propose effectivement de faire l'exercice 3 qui est au verso de la feuille avec les ressorts. On fera du coup la prochaine fois. La prochaine fois c'est demain en fait. Oui. Bien. Ok, alors c'est un petit exercice lié au choc, donc on va rappeler rapidement les choses. Bref, alors explosion en vol, bon je n'écris pas là-dessus. À l'instant t égale 0, un projectile est tiré depuis le sol dans une direction faisant un angle θ avec l'horizontale. C'est toujours le fameux exercice du lancer. Donc θ ici, ça fera à 60 degrés. On va laisser θ pour l'instant. Et on lance le corps avec une vitesse initiale en norme V0, dont on donne la valeur numérique 40 mètres par seconde. Situé dans le plan UX, UZ, donc ceci c'est supposément l'axe X, celui-ci l'axe Z. Au point le plus haut de sa trajectoire, donc le corps, bon, on le sait, va faire une parabole, ça on l'a déjà rappelé, etc. Et au point le plus haut de sa trajectoire, il explose en deux morceaux de masse identique. Alors au début, il a une masse... Tiens, c'est pas donné. Ah bah, il n'y a peut-être pas besoin. Ok. En deux morceaux de masse identique, dont l'un a alors une vitesse nulle. Donc là, il explose. En deux morceaux. Et il y en a un, en fait, qui reste sur place, enfin, du coup, qui se retrouve avec vitesse nulle ici. Et donc, c'est bien précisé. Il tombe donc ensuite verticalement sans vitesse initiale. En fait, ça annule sa vitesse. L'explosion fait que lui, il reste sur place. L'accélération de la pesanteur, c'est G uniforme vers le bas, comme ça, moins GUZ, moins G0UZ. G0 est une valeur positive qui vaut, pour l'application numérique, 10 mètres par seconde carré. Pour toutes les questions ci-dessous, on donnera d'abord l'expression littérale des grandeurs demandées, puis leur valeur numérique. À quelle altitude h et à quel instant tau l'explosion se produit-elle? Bon, ça on l'a déjà fait. Juste l'altitude h. Ah, ouais, on va essayer de court-circuiter un peu le problème. On peut bien sûr résoudre l'équation du mouvement. mdv sur dt égale somme des forces, en l'occurrence, c'est-à-dire moins mg. Projeter sur x, sur y, résoudre, voir à quel moment la vitesse verticale devient nulle, trouver à quel instant c'est, le reporter, enfin bref, dans l'expression qui donne la position, trouver la hauteur. Mais on peut court-circuiter tout ça avec un raisonnement énergétique, n'est-ce pas? En disant quoi alors? Donc on nous demande l'altitude, à quelle altitude l'explosion se produit-elle? Et on nous dit l'altitude se produit quand le corps est au sommet de sa trajectoire. Alors oui, effectivement, c'est quand Vz sera égal à 0. Mais là, pour ça, il faudrait donc projeter ça sur Z, intégrer, c'est très facile, intégrer pour Z, on regarde à quel instant c'est nul, et après on intègre une autre fois, on obtient Z, et on reporte l'instant dedans, et on trouve H. Donc, avec l'énergie... Pardon? Oui, si. Oui. Non? Non? On utilise l'énergie mécanique. Oui, alors l'énergie mécanique, alors simplement, il faut comprendre qu'il y a effectivement deux composantes à cette vitesse. Il y a une vitesse V0Z et une vitesse V0X. Et le point clé, c'est que la force étant uniquement verticale, la vitesse V0X ne va pas changer. C'est-à-dire, si on projette cette équation sur l'axe X, l'accélération suivant X est nulle. Donc, la vitesse V0X est constante. Elle ne varie pas au cours du mouvement. D'accord? Je crois qu'on va quand même avoir besoin d'intégrer, mais c'est pas grave. V0, juste pour rappeler un peu les choses. Donc, V0X égale constante.
Que vaut donc l'énergie totale, l'énergie mécanique? Alors c'est 1,5 de mv2, l'énergie cinétique, plus l'énergie associée à la force de pesanteur, l'énergie potentielle de pesanteur qui vaut mg fois l'altitude. Je prends comme référence pour l'énergie potentielle 0 ici au niveau du sol. Et cette énergie cinétique peut se décomposer en 1,5 de m vz carré. Et oui. Je comprends pas ce qu'on cherche à faire dans Là pour l'instant je cherche le grand H en fait. Je veux faire le grand H sans résoudre l'équation du mouvement. On aura besoin de toute façon pour trouver l'instant, mais c'est juste, ça permet de réviser. Comme Vx va être constant, la conservation de l'énergie mécanique implique finalement la conservation de cette partie-là seulement. Vx ne peut pas changer. Il n'y a aucune force qui s'applique suivant x qui peut imprimer une accélération suivant x, donc Vx va être constant. Donc ceci est constant. Parce qu'il n'y a pas de force suivant x. D'accord? Si je projette ça suivant x, je vais avoir m dvx sur dt égale 0. C'est la seule raison d'ailleurs pour laquelle je vais faire ça, pour montrer qu'on peut avoir h sans résoudre l'équation du mouvement. Donc, eh bien, entre l'instant initial où on avait, donc initial, donc on a z égale 0, et à ce moment-là, on a cette partie de l'énergie, je vais l'appeler E', celle où j'ai retiré cette partie qui ne va jamais changer. J'ai E' qui vaut 1,5 de m. Alors que vaut Vz? Vz, c'est V0 sinus θ. D'accord? V0 carré sinus carré θ. Plus mgz, z égale 0. Donc c'est tout. Voilà ce que vaut l'énergie. La partie verticale de l'énergie, si on peut dire. Et à l'altitude maximale, c'est-à-dire en z égale grand H, à ce moment-là, j'ai E' qui vaut simplement mg grand H, puisqu'à ce moment-là, à l'altitude maximale, Vz sera nul. C'est comme ça qu'on détermine. Donc on voit directement que l'altitude à laquelle va monter l'objet, si on le lance avec un angle θ, c'est 1,5 de V0 carré sin carré θ sur H. Sur G. Merci. Donc on retrouve, si θ vaut pi sur 2, c'est-à-dire un lancé vertical, on retrouve que l'altitude c'est V0 carré sur 2G. On n'est pas du tout obligé de savoir par cœur parce qu'il suffit d'une ligne pour trouver. Et on voit aussi, si on veut, que si θ égale 0, si on lance ras du sol, ben, ça ne monte pas du tout. H sera égal à 0. Ouais. Donc voilà H. Alors maintenant, on nous demande un petit peu plus que H, on nous demande aussi à quel instant ça se produit, à quel instant on atteint cette altitude. Monsieur, Oui. est-ce que dans tous les cas, on peut utiliser l'énergie mécanique qui n'est pas passée par l'équation, la résolution de l'équation? Oui. Alors, il y a peut-être des cas tordus. Je dirais de manière générale oui, si on ne demande rien lié au temps. Parce que si on vous demande à quel moment vous êtes à tel endroit, alors là, il faut résoudre l'équation du mouvement. Mais là, on vous demande jusqu'où on monte, c'est purement énergétique en fait. Et il y a énormément de cas, si on ne vous demande pas un instant précis, vous n'avez pas besoin de résoudre l'équation du mouvement. Alors, sauf si des forces non conservatives, et encore. Bien souvent, ça dépend de la nature des forces non conservatives. En tout cas, là, on a un système où l'énergie se conserve, donc on peut toujours, dans ce genre de cas, un raisonnement énergétique. Bon, par contre, donc, la deuxième partie de la question, c'est à quel moment on atteint ça, et là, oui. Non, j'avais une question parce que je n'avais pas trop compris pourquoi E' était constant en fait. Bah parce que ça, c'est constant. Puisque Vx est constant. Vx est constant parce qu'il n'y a pas de force suivant x. Donc, il n'y a pas d'accélération suivant x, donc Vx est constant. D'accord?
Voilà, c'est juste pour pas... Enfin, sinon, il faudrait rajouter là plus 1/1000 de mvx carré. Pareil ici, ce sera le même. Donc, juste, je m'intéresse à la partie verticale, en fait. Tiens, d'ailleurs, un petit exercice de relativité. On dit que ce corps est lancé avec un certain angle comme ça. Imaginez maintenant que pendant que vous lancez ce corps-là, moi je suis dans ma voiture à côté et j'avance à la vitesse v0x. D'accord ? Si vous avancez par là, dans mon référentiel, qu'est-ce qui se passe? En fait, vous n'avez pas du tout lancé avec un angle θ dans mon référentiel. Vous avez lancé verticalement. Moi, si je me déplace à la même vitesse, c'est-à-dire j'annule la vitesse v0x. Et à ce moment-là, le corps, il monte, il descend, et voilà. Et il obéit simplement à la même loi du mouvement, ça, avec une condition initiale différente. Dans le référentiel là du sol, la vitesse initiale, elle est comme ça. Dans un référentiel en mouvement, elle a un autre angle. Et si je vais pile à la même vitesse, j'annule ce mouvement horizontal, qui est constant, justement. Donc je peux parfaitement l'annuler dans un référentiel galiléen. Et à ce moment-là, j'ai juste un lancer vertical. Bien. Alors, à quel instant ça se produit? Bah, à la limite, je peux aussi m'intéresser simplement au mouvement vertical. La question, c'est combien de temps ça prend pour faire passer la vitesse verticale de V0z, c'est-à-dire V0 sin θ, à 0. Hein? Comment on l'appelle cet instant? Tau. Et le temps qu'il faut pour faire passer Vz de V0 sin θ, vitesse initiale, vitesse verticale initiale, à 0. Or, l'accélération suivant l'axe z, d de Vz sur dt, c'est quoi? Eh bien, c'est moins g. Je vais projeter cette équation suivant l'axe z. La vitesse décroît au rythme de, enfin moins g0, au rythme de g0 mètres secondes par seconde. C'est pour ça que les accélérations, c'est des mètres par seconde carré. En fait, c'est des mètres par seconde par seconde. Chaque seconde, vous perdez g0 mètres par seconde. Donc, pour passer de ça à ça, il faut un temps tau. Si vous, voilà. Oui, vous avez delta de Vz qui vaut moins g0 delta t. C'est une constante, ça s'appelle. Donc, finalement, tau égale, eh bien, la variation de vitesse moins la variation de vitesse divisée par G0, c'est-à-dire V0 sin θ sur G. Voilà l'instant où se produit l'explosion. Et voilà la hauteur atteinte par le corps. OK? Alors de la même façon, plus θ0 et... G0, c'est G. Oui, oui, c'est G. C'est G. C'est G. Ça s'appelait G0 dans l'exercice. J'avais fait ça parce qu'il y a toujours des... Enfin, parce que on aime bien écrire quelque chose. Ça, c'est la valeur algébrique. Et ça vaut moins la constante. Mais bon, c'est une subtilité pas très intéressante. En tout cas, l'énoncé dit G0. Donc, on écrit G0. Bref. Alors, c'est bon là? Ouais. Oui. Eh bien, je dis dv sur dt égale moins G0. Donc, j'ai dv qui vaut moins G0 dt, donc delta v qui vaut moins G0 delta t. Delta t, c'est
C'est le taux qu'il faut pour passer. Donc c'est delta V sur moins G0. D'accord? Et vous avez V qui vaut, on peut le faire comme ça, qui vaut V0 sin θ moins G0t. Ce truc-là va valoir 0 quand t vaut ça. Vous avez un indice G. Hein? Pourquoi vous avez un indice G? Ouais, je viens d'expliquer, c'est parce que j'aime pas trop, c'est un peu du purisme, j'aime pas trop écrire G égale moins GUZ. Parce que, par exemple, si vous avez une force, pas une tension, vous allez dire que c'est TUZ, et ce T peut être négatif. C'est juste la valeur algébrique projetée dessus. Donc là, c'est pour dire. Mais c'est complètement sans intérêt. En fait, j'avais posé ça à des étudiants en première année de licence, pour lesquels j'avais bien insisté sur les histoires de valeurs algébriques, donc pour bien fixer les choses, j'avais mis G0. Mais bon, bref, c'est G, hein, enfin c'est la constante, mais G est positif. Bref, alors, quelle est la vitesse du deuxième morceau, V2, juste après l'explosion? Préciser sa norme et sa direction. Alors vous remarquez qu'on n'a pas donné la valeur des masses dans l'énoncé. Donc on espère qu'on n'aura pas besoin, que ça ne va pas dépendre de la masse. Ceci dit, si jamais ça devait en dépendre, on introduirait une masse. Mais on peut supputer que ça ne va pas en dépendre. On va voir ça tout de suite. Alors, comment vous allez écrire la valeur de la vitesse du deuxième corps après l'explosion? Donc on est bien d'accord, avant l'explosion, on a un corps qui a une certaine masse m, je la note m. Normalement, on n'en aura pas besoin. Je la note m. Qui va à quelle vitesse? Eh bien, qui va à cette vitesse-là, que je vais appeler, enfin, qui est la vitesse des 0x, hein, mais je vais l'appeler peut-être... je vais l'appeler V. Je vais l'appeler V avant. V avant l'explosion. En l'occurrence, puisqu'il n'y a plus de composante verticale, c'est égal à V0 cos θ ux. Et après l'explosion, on a deux corps. Un corps qui a une vitesse, qui a une masse m sur 2 et une certaine vitesse V après. Et un autre corps qui a une masse m sur 2 et qui a une vitesse V égale 0. Puisqu'on nous dit qu'un des deux morceaux reste sur place en vitesse initiale. Après, il va tomber, mais au moment, juste après l'explosion, une vitesse non. Alors, comment déterminer la vitesse après? Eh bien, on applique ce qu'on vient de voir. En toutes circonstances, un corps en toutes circonstances, la quantité de mouvement total d'un système isolé se conserve. Alors là, vous allez me dire, il n'est pas isolé, il y a le poids. Mais le poids, l'idée de l'explosion, c'est un truc instantané. Ça a lieu à un instant. Alors, ça a lieu à un petit instant, mais c'est considéré comme quelque chose d'instantané. C'est le principe du choc aussi. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un choc? Quand on idéalise un choc en physique, un choc de boule de billard, c'est que vous considérez que pendant le choc, il se passe effectivement des interactions, mais ce choc est quasi instantané au sens où il dure un temps très bref. Ça implique quelque chose d'important. Je vais peut-être faire ce préambule ici. Donc si vous avez deux corps qui s'entrechoquent, donc typiquement deux boules de billard, le prototype du choc, boules solides, qui vont s'entrechoquer et du coup qui vont, donc là il va y avoir un choc, et du coup les boules vont repartir avec une autre vitesse, une autre direction. Qu'est-ce qui se passe pendant le choc? Donc l'idée en fait, c'est que c'est très
c'est très difficile de décrire ce qui passe pendant le choc parce qu'il est quasi instantané. Comment écrire? Prenons une des billes, une des boules. 1. Je peux écrire son équation du mouvement, M1 dV1 sur dt égale la force que 2 exerce sur 1. Le problème, c'est que si cette interaction dure très peu de temps, quasi instantanée, vous voyez que la vitesse du corps va varier, parce qu'elle avait été comme ça avant, puis maintenant elle est comme ça. Elle va varier pendant un instant très court. Donc vous allez avoir si vous intégrez ça pendant la durée du choc, t début à la t fin du choc, fois dt, somme de ça fois dt, début, fin. Vous allez ici avoir M1 delta V1. J'intègre dv sur dt fois dt, c'est-à-dire dv entre le début et la fin, donc j'ai la variation de la vitesse, qui va être égale à la somme donc, de la force fois dt. Donc ça, si vous voulez, ça va être la moyenne de f fois le temps que ça a pris. Si vous voulez, en moyenne, la force appliquée, c'est m fois delta v sur delta v. Je reste qualitatif là, parce que la seule chose que je vais vous montrer ici, c'est que si vous avez une variation de vitesse pendant un temps très très court, alors vous avez une force qui est colossale. En fait, la force tend vers l'infini. Puisque la force, rappelez-vous, la force, c'est la dérivée, enfin, à m près, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Si la vitesse varie de façon importante, ça va par là, puis maintenant par là, ça a beaucoup varié. Si la vitesse varie de façon importante pendant un temps très court, c'est que vous avez appliqué une force colossale. Et dans l'idéalisation d'un choc qui serait instantané, cette force est infinie. Par conséquent, on ne peut pas résoudre le problème en écrivant les équations de Newton, en écrivant ça, parce que d'abord, on ne connaît pas la force, mais même si on ne la connaît pas, disons pour une bonne raison, c'est que dans l'idéalisation où le choc est instantané, cette force est infinie. En pratique, ça veut donc dire que, comme il n'y a pas de force infinie, que le choc n'est pas instantané, mais ça veut dire que si on veut vraiment traiter le problème en résolvant les équations du mouvement, il va falloir aller chercher à l'échelle où s'appliquent les forces de contact entre les deux billes. Et là, vous allez vous apercevoir, vous avez des forces entre des milliards de particules qui vont interagir avec des milliards et des milliards d'autres, tout en interagissant entre elles, etc. Que ces forces vont être colossales, vous allez être incapable de les calculer précisément. Après, il faudra en prendre la moyenne et intégrer ça sur un instant très court, mais dont vous ne savez absolument rien. Bref, c'est un problème en soi totalement inextricable, en fait. Les forces qui s'appliquent sur chacun des constituants des boules pendant le choc, c'est complètement inextricable. Mais fort heureusement, on s'en fiche. Parce qu'on est capable de dire, parce que quoi qu'il arrive, la quantité de mouvement va se conserver au cours du choc, parce qu'au cours du choc, les seules forces qui agissent sont des forces internes au système global, bien sûr. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a une particule d'une des billes qui agit sur une particule de l'autre bille, vous avez la force opposée de l'autre côté. Forcément, réaction, action réciproque. Donc la somme des forces qui agissent pendant le choc, c'est 0. Et si la somme des forces c'est 0, la quantité de mouvement se conserve. Donc, je ne sais pas du tout dire quelles sont les forces là. Dans l'idéalisation d'un choc instantané, ces forces sont infinies, donc elles ne sont même pas définies en quelque sorte. Mais ce que je sais, c'est que comme la physique est correcte, et dans l'hypothèse où la physique est correcte et que la loi des actions réciproques est donc correcte, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je peux dire que la quantité de mouvement totale va se conserver. Et donc ça, c'est vrai dans un choc, et ça nous permet de dire que ça nous permet de résoudre une situation de choc sans avoir à intégrer l'équation du mouvement, ce qui serait impossible à faire dans l'hypothèse où le choc est instantané. Bien.
cette parenthèse est enfermée, donc la quantité de mouvement se conserve pendant un choc, et par ailleurs, l'énergie se conserve en toutes circonstances. Alors il peut y avoir de la dissipation d'énergie dans un choc, on appelle ça à ce moment-là un choc inélastique, on y reviendra la prochaine fois. Dans le cas d'un choc élastique, l'énergie se conserve. Mais là, on n'a pas besoin de ça. Manifestement, ici, l'énergie ne va pas se conserver, puisqu'on a une explosion. Enfin, elle se conserve, mais il y a une explosion, c'est-à-dire qu'il y a de l'énergie chimique, un truc explosif, qui a libéré de l'énergie et donné de l'énergie au système. En apprenant à la chimie, il y avait une barre de dynamite dedans, j'en sais rien, il y avait de l'énergie sous forme chimique qui va communiquer de l'énergie au système. Bon, je ferme cette longue parenthèse et on termine là. Donc, quelle est la vitesse du second morceau? Il me suffit de dire que la quantité de mouvement se conserve. Et donc, la quantité de mouvement avant, c'était quoi? C'était mv avant, c'est-à-dire mv0 cos θ fois 8, doit être égal à la quantité de mouvement après. Et la quantité de mouvement après, c'est quoi? C'est m sur 2 fois 0. C'est le mouvement du premier corps qui est immobile, plus m sur 2 fois v après pour le corps qui, lui, n'est pas au repos après l'explosion. Et par conséquent, on a la vitesse de ce corps, v après, tout simplement, juste en écrivant la conservation de la quantité de mouvement, ce qui est fatal, on a simplement v après égale 2v0 cos θ ux. Et voilà, le problème est terminé. Si vous avez une explosion qui laisse un des corps au repos, eh bien l'autre va simplement, s'ils ont des masses égales chacun, donc m sur 2 chacun, l'autre va simplement à v après égale 2v avant. Voilà. Tout simplement. Donc on a la vitesse. C'est tout. Alors, juste, quelle est l'énergie libérée pendant l'explosion? Eh bien, c'est simple. Il suffit de calculer l'énergie qu'il y avait avant. L'énergie qu'il y avait... Alors, l'énergie potentielle du pesanteur ne change pas. Pendant l'explosion, le corps n'a pas le temps de bouger, c'est instantané. Hein. Donc, l'énergie potentielle avant et après, c'est la même. Donc, il y a juste une variation d'énergie cinétique. Avant, ça valait quoi? EC avant, c'était 1,5 de m v0 carré cos carré θ. Et EC après, le corps qui ne bouge pas, l'énergie cinétique nulle, et le corps qui bouge, il va 2 fois plus vite, donc ça vaut 1,5 de m. Alors, 1,5 de m sur 2, sa masse, c'est m sur 2, et sa vitesse, c'est 2 fois plus, donc ça fait 4 v0 carré cos carré θ, et donc, au total, ça fait m v0 carré cos carré θ. Par conséquent, quelle est l'énergie libérée au cours de l'explosion? C'est l'énergie qui a été apportée au système en provenance de là où était stockée l'énergie de l'explosion. Supposément une forme chimique, mais ça peut être n'importe quoi. Pourquoi pas nucléaire? Donc la variation d'énergie des corps, c'est ça moins ça. Donc delta E, c'est 1,5 de mv0 carré cos carré θ. Et ceci, c'est l'énergie de l'explosion. C'est ce que l'explosion a donné au système. Vous voyez que c'est positif. On est content. Ça ne peut être que positif, quelles que soient les valeurs numériques. L'énergie de l'explosion vaut ça, bon, après l'application numérique, mais voilà. Donc simplement en disant qu'il y a un corps qui est au repos, eh bien vous pouvez déterminer, sans rien savoir des forces en jeu, etc. C'est impossible à déterminer. Et sans rien savoir, donc, vous pouvez déterminer, juste en disant qu'il y a un corps qui va être au repos, vous pouvez déterminer la vitesse de l'autre, et donc son énergie, et donc l'énergie de l'explosion. L'énergie de l'explosion ne peut pas être autre chose que très exactement ça pour laisser un corps au repos. Je vous laisse faire le reste parce qu'après c'est juste des chutes, des machins. L'essentiel du problème c'était ça. On étudie la conservation de la quantité de mouvement et on en déduit que l'énergie a changé. Et c'est ça l'énergie du temps. Bon, à demain.